Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 5 mars. Les hommes d'affaires de plus de 15 pays se sont donné rendez-vous à Kinshasa afin de scruter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo pour investir. À l'international, l'Organisation internationale du cacao a revu à la hausse ses prévisions de déficit mondial en cacao pour l'année 2023 et l'année 2024. Bienvenue à ce journal. Les entrepreneurs de la région d'Afrique de l'Est ont ouvert ce mardi à Kinshasa une conférence dénommée Tournée des investisseurs. Le forum, dont le coup d'envoi a été initialement donné lundi à Nairobi, vise à ouvrir la voie aux investisseurs pour qu'ils capitalisent sur les nombreuses opportunités de commerce dans la région. Il s'agit de la 4e édition de la série de tournées d'affaires qui est partie de Nairobi, Kinshasa et ira jusqu'à Lubumbashi. Suivez. Des centaines d'investisseurs se sont donné rendez-vous au centre financier de Kinshasa dans le but de mettre en réseau les hommes d'affaires et aussi capitaliser sur les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. Des investisseurs venus de la région d'Afrique de l'Est, mais également d'une dizaine d'autres pays du monde pour échanger autour du thème « Développer les réseaux d'entreprises et favoriser les opportunités du commerce et d'investissement à partir de la RDC ». Le pays, longtemps présenté comme un pays à risque, compte pourtant parmi les pays stables politiquement en Afrique, selon le ministre de l'Industrie. Julien Paluku a présenté les avantages qu'offre la République démocratique du Congo. Première opportunité, c'est sa population. Nous sommes 100 millions d'habitants à la date d'aujourd'hui. Et donc 100 millions de consommateurs. Deuxième opportunité, c'est que nous sommes un pays avec des terres arables qui sont prêtes à offrir la meilleure agriculture du monde. Toutes les statistiques démontrent que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables et 40 millions d'hectares de terres irrigables. Vous donnez un secteur prioritaire dans lequel je vous invite à investir en République démocratique du Congo. Le premier secteur, c'est l'agriculture. Deuxième opportunité, c'est le secteur énergétique. Vous savez qu'il n'y a pas d'industrialisation sans énergie. Selon Albert Zefak, directeur pays de la Banque mondiale, la RDC enregistre l'une des croissances les plus remarquables en Afrique subsaharienne. Le Congo a su merveilleusement rebondir après la crise induite par le Covid-19. L'autorité de régulation des sous-traitances dans le secteur privé a signé un acte transactionnel avec l'entreprise Kibali Gold afin de mettre un terme aux tractations et différents nés de conclusion de la mission de contrôle organisée par les sites sur les sites de la société du groupe Barrick par l'ASP. Désormais, 394 marchés sont disponibles et ouverts aux sociétés sous-traitantes congolaises éligibles dans la chaîne de production de Kibali Gold. Suivez. Pour avoir été répertorié il y a peu parmi les sociétés minières qui ont œuvré durant des années en violation de la législation sur la sous-traitance dans leur chaîne de production, avec risque de subir la sanction de fermeture momentanée, le géant minier Kibali Gold Mine a finalement reconnu avoir travaillé avec des sous-traitants non éligibles au détriment des entrepreneurs locaux. Pour ce qui a été dit qui n'était pas correct ou réglementaire par rapport à ce travail, dont la recommandation de l'ARSP était la cessation de ce contrat, cela a été certainement fait. C'est à nous d'accepter ces erreurs, de le corriger là, il faut le corriger, et de l'accompagner. Le combat du DG Miguel, c'est un combat noble. Nous devons l'accompagner puisqu'il s'inscrit aussi même dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, cet acte transactionnel signé conjointement vient justement mettre un terme aux tractations et différents nés des conclusions de la mission de contrôle organisée sur leur site par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Le gendarme de la sous-traitance, Miguel Cachal, s'est félicité d'avoir mené parfaitement bien ce combat noble avec l'appui sans faille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi afin d'obtenir avec témérité ce gain de cause. Je vais tout d'abord féliciter le président de la République, chef de l'État,
avec nos hommages les plus déférents pour son implication personnelle dans le développement de la classe moyenne, dont il est lui-même le mentor. Nous avons signé cet acte transactionnel qui stipule que tous les 394, tous ces marchés restent obligatoirement en République démocratique du Congo. Nous demandons à notre population de faire confiance au chef de l'État. C'est comme ça que j'ai dit, nous faisons un travail de fond. Les entrepreneurs qui seront recommandés doivent être des entrepreneurs qui doivent bien prester. Et ça passera par les appels d'offres. Et les appels d'offres, ce n'est pas l'ARSP qui va publier les appels d'offres, c'est Kibali qui va lancer les appels d'offres, mais sur les sites de l'ARSP. Et nous, ensemble avec la Fédération des entreprises du Congo, nous allons aider aussi la société Kibali à faire une bonne sélection. Ce protocole signé ouvre donc la voie des opportunités de marché aux entrepreneurs locaux, lesquels marchés qui étaient jadis détenus. Dans le domaine de la sécurité, les forces armées de la République démocratique du Congo déplorent la mort ce mardi de 7 personnes à Mbongi, en territoire de Djougou. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Les victimes ont trouvé la mort lors des affrontements entre la milice Codeco et la milice Zahir vers le lac Albert. La pomme de discorde serait l'exploitation d'un nouveau site minier, selon le lieutenant Jules Ngongo, qui affirme que les forces de l'ordre vont traquer tous les détenteurs illégaux d'armes. Je vous propose de le suivre. Affrontement entre la milice Codeco et Zahir en Mbongi. Nous déplorons encore ces comportements où nous venons encore de perdre de jeunes Congolais qui pouvaient être utiles pour la province de l'Ituri. Mais à cause de ces comportements, nous venons de perdre 7 jeunes Congolais dans ces affrontements, de part et d'autre. Encore une fois de plus, les jeunes Congolais ituriens se sont entretués entre eux pour des raisons inavouées. Cessons de faire les travail du Rwanda et du M23, ce travail qui consiste à exterminer le peuple congolais, un travail qui consiste à appauvrir le peuple congolais. Et si nous, le peuple iturien, le jeune iturien, nous entretuons, c'est faire du travail du M23. Nous rappelons encore une fois les uns aux autres que notre ennemi commun, c'est le M23 et les Rwandais qui cherchent à détruire notre Congo. Et nous devons aussi les détruire méchamment avec le peuple congolais. Quant aux forces armées de la République démocratique du Congo, nous traquons et nous sommes en train de traquer tous ceux-là qui détiennent les armes de manière illégale et qui se cachent au sein des communautés ou qui s'identifient comme milices communautaires. Devant cette situation, les forces armées vont vous considérer comme les ennemis de la République. C'est le travail que nous devons faire avec ceux-là qui sont épris de paix et de développement dans la province de l'Ituri. De nouveaux combats opposent la coalition FARDC Ouazalendo et les rebelles du M23 et RDF sur plusieurs axes, dont la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au nord Kivu, causant la mort d'au moins 18 civils et plusieurs dégâts matériels. La situation sécuritaire est restée encore tendue mardi dans cette partie du pays. Des détonations d'armes lourdes sont entendues jusque-là dans la cité stratégique de Nyanzale. Nombreux sont les habitants qui sont contraints à l'errance et prennent la direction de Kibirizi pour les uns et Kanyabayonga pour les autres. Plus de détails avec Rachel Misenga. Au moins 18 civils ont perdu la vie lundi dans la zone de Nyanzale, théâtre des affrontements violents entre l'armée congolaise et les rebelles du 123 dans la chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. La situation sécuritaire est restée encore tendue ce mardi 5 mars dans cette partie de la RDC. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues pendant quelques minutes autour de 5 heures locales tôt ce mardi. Sur la colline Moussamba, sur Plambon Nyanzale, indiquent les sources de la société civile de la chefferie de Bwito. Du coup, cette situation a provoqué, selon le même source, un mouvement de la population du village Bwalanda, alors que Nyanzale et ses environs restent vidés de près de la majorité de leurs habitants. Pendant ces temps, ces sources indiquent que les rebelles qui occupent depuis lundi les villages de Kiondo, entre sud de Nyanzale, auraient installé leur position avancée au niveau des Singa, près d'1 kilomètre du centre de Nyanzale.
Elle ajoute que les obus largués par les belligérants, dont plusieurs notabilités de Nyanzalé, lors de ces combats du lundi, ont fait entre 15 et 18 morts parmi les civils, à part une dizaine de blessés et des dégâts sur la base des casques bleus de la MONUSCO à Kiondo. Toutefois, plusieurs villages situés le long de la route nationale numéro 2 entre Kaunga et Mabenga sont vidés de leurs habitants. Ces derniers se concentrent à Kiwanja. Quelques bombes sont tombées dans ces villages, faisant de blessés parmi les civils dont le nombre n'est pas encore connu. Ces affrontements reprennent alors qu'une délégation composée de membres du gouvernement central, des députés nationaux ainsi que les humanitaires séjournent depuis dimanche dans la région pour notamment évaluer la situation sécuritaire mais aussi apporter assistance aux milliers de déplacés qui affluent à Goma, à Nyiragongo ainsi que dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Toujours dans le domaine sécuritaire, l'Union européenne appelle le Rwanda et la RDC à préconiser le dialogue afin de retrouver la paix en RDC et dans la région. Henri-Christin Longenja, membre de la société civile, soutient l'idée du dialogue mais insiste sur la structuration de ces éventuels pourparlers. Il est au téléphone de Patience Lokeke. On ne peut pas refuser le dialogue. Mais néanmoins, il faut bien structurer ce dialogue. Je propose que d'abord, à chaque pays, qu'il y ait un dialogue national. Au Rwanda, ils doivent faire le dialogue avec les FDLR. Et au niveau du Congo, ils doivent aussi faire le dialogue intercongolais, surtout que les élections ont créé une fissure au niveau de la cohésion nationale. Il est important aussi qu'on garde l'unité d'esprit. Et maintenant, à l'issue de ces deux dialogues, maintenant va converger le dialogue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pourquoi pas aussi associer l'Ouganda, parce que tous ces belligérants qui sont là et en présence de tous ces pays qui soutiennent le Rwanda, notamment l'Union européenne, la France et les États-Unis. Il faut aussi qu'ils soient là. Donc, ça ne sert à rien de tuer les gens parce que nous disons toujours que la guerre tue les innocents pendant que les protagonistes sont en train de prendre le champagne dans leur maison. Alors, et que la guerre finit toujours par le dialogue, ça ne sert à rien de continuer à tuer les gens alors quand on sait que le résultat final sera le dialogue. Donc, on ne peut pas refuser le dialogue, mais il faut bien structurer ce dialogue-là de manière sincère et franche. Le Rwanda doit dialoguer avec ceux qui qualifient de ces rebelles, parce que avoir un dialogue inter-rwandais, et au Congo aussi avoir un dialogue entre Congolais, et pas des dialogues qui prennent beaucoup de temps. Et après, maintenant, on va converger à un dialogue régional, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda d'abord devant la barre, et en présence des autres comme l'Ouganda et d'autres pays voisins. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo ne vont pas se rassembler pour la fenêtre FIFA du mois de mars pour des raisons d'ordre financier. Les hommes de Sébastien Desabre resteront dans leurs clubs respectifs pendant cette période. Blest Kouzola. À la trêve internationale de ce mois de mars, prévu du 18 au 26, les léopards de la RDC seront au repos. Le stage programmé en Turquie au cours de cette fenêtre FIFA a été annulé, selon Dodo Landou, team manager de la sélection nationale. Il a évoqué des contraintes financières pour expliquer la raison de l'annulation de ces stages, notamment un manque d'accord de financement avec le gouvernement congolais. L'idée du sélectionneur n'était pas de jouer de matchs amicaux pendant ces stages. Le but était de faire une revue d'effectifs et de redynamiser l'équipe, a par ailleurs précisé Dodo Landou. Selon ses dires, le rassemblement de mars devrait permettre de réunir des joueurs évoluant au pays et en Afrique ainsi que des éléments des équipes d'âge des léopards. Les rendez-vous de mars annulés, les léopards vont reprendre du service en juin prochain dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026. Le 11 national sera reçu par les Lions de la Teranga du Sénégal à Dakar avant de jouer les éperviers du Togo à Kinshasa. Place à présent à la page internationale.
travaux du sommet de l'Union africaine de radiodiffusion se sont ouverts le 4 mars à Yaoundé sous le thème « L'intelligence artificielle, nouvelle frontière des médias africains ». Un rendez-vous consacré aux usages possibles et aux impacts de l'intelligence artificielle sur le fonctionnement des médias à l'heure où ceux-ci sont sujets à une invasion d'informations fallacieuses issues de ces subtilités informatiques. Edouard Funda. Santé, finances, agriculture, élevage, gestion des forêts et du climat, pas un seul secteur n'échappe aux technologies liées à l'intelligence artificielle de nos jours. Une technologie désormais incontournable au cœur de la transformation digitale dans laquelle le monde est engagé. Mais pour l'univers des médias, la technologie représente tout aussi un danger. Deepfake, clonage de voix et autres informations fallacieuses sont entre autres le défi à relever avec l'événement de cet outil. La question était au centre des discussions du sommet de l'Union africaine des radiodiffusions qui s'est ouvert le 4 mars 2024 à Yaoundé. Comment mettre à profit l'intelligence artificielle dans l'univers médiatique africain? Tel sera le fil conducteur des discussions qu'abrite le sommet des 3 jours qui se déroule sous le thème « L'intelligence artificielle, nouvelle frontière des médias africains ». Selon les experts, jusqu'à 90% du contenu en ligne pourrait être généré synthétiquement d'ici 2026. Un flux important qui laisse planer le spectre de la propagation de la désinformation, véritable gangrène pour la stabilité des États africains. Malheureusement, l'Afrique se comporte plus en consommateur qu'en contributeur au développement de cette technologie. Il est impératif de relever le défi et constituer l'IA. Les travaux de ce forum international auxquels prennent part les experts universitaires et chercheurs, managers des médias et hommes des médias devraient déboucher à l'élaboration d'une stratégie commune de l'intelligence artificielle en Afrique, à l'élaboration d'un cahier de propositions pour la contribution de l'Afrique à la création du code éthique de l'intelligence artificielle en cours de préparation et de création de l'Observatoire africain de l'intelligence artificielle. L'Organisation internationale du cacao a revu à la hausse les prévisions de déficit mondial en cacao pour 2023 et 2024. Selon l'institution, la production mondiale chutera de 10,9%, soit 4 millions de tonnes. La production de cacao de la Côte d'Ivoire diminue de 19% pour atteindre 1395 millions de tonnes et celle du Ghana de 11%. Pour se situer à environ 580 000 tonnes de cacao. L'Organisation internationale du cacao estime que le déclin de la production en Afrique de l'Ouest provient des facteurs structurels, notamment le vieillissement et les maladies des arbres, ainsi que des défis climatiques. Suivez. L'Organisation internationale du cacao, ICCO, a récemment révisé à la hausse ses prévisions de déficit mondial de cacao pour 2020. L'Organisation internationale du cacao, ICCO, a récemment révisé à la hausse ses prévisions de déficit mondial de cacao pour 2023-2024, portant ce chiffre à 547 tonnes. L'ICCO prévoit que la production mondiale baissera de 10,9% pour atteindre 4,45 millions de tonnes et que les broyages chuteraient de 4,8% pour atteindre 4,78 millions de tonnes. La demande mondiale de cacao, quant à elle, devrait diminuer de près de 5% pour atteindre 4,779 millions de tonnes. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que les pays africains commencent à transformer une partie du cacao sur le territoire et désirent être en mesure de contrôler les forces du marché. Et ça voudrait dire aussi que d'une manière ou d'une autre, les statistiques dont on parle ici, qui consistent à pouvoir regarder la disponibilité des produits sur le marché international, peuvent être teintées d'une tendance à l'Afrique à pouvoir contrôler une partie de sa production, ce qui est tout à fait légitime. Selon le rapport de l'Organisation internationale du cacao, des baisses significatives de la production sont attendues dans les principaux pays producteurs, car ils devraient subir les effets néfastes des conditions météorologiques défavorables et des maladies. De plus, les vieux arbres de ces pays produisent avec des rendements inférieurs. La production ivoirienne de cacao reculerait de 19% pour atteindre 1,395 millions de tonnes et celle du Ghana de 11% à 580 000 tonnes.
Cette situation met en évidence les défis persistants auxquels est confronté le secteur du cacao dans la région. Les plantations vieillissent, elles sont censées être renouvelées, et ça, les Africains le savent pertinemment bien et mettent en place des dispositions. La réalité, c'est que nous sommes là dans une guerre géopolitique du cacao, exactement comme il y a une guerre géopolitique du coltan, exactement comme il y a une guerre géopolitique de l'uranium et d'autres matières premières. Le cacao va être au centre de beaucoup de discussions dans le monde dans les années à venir à cause du simple fait que l'Afrique commence à vouloir mettre la main sur la chaîne des valeurs. Dans sa mise à jour trimestrielle, ICCO estime que les stocks de clôture tomberont à 1395 millions de tonnes, ce qui équivaut à 29,2% des broyages annuels projetés, un niveau jamais vu au cours des 45 dernières années. Les hommes d'affaires de plus de 15 pays se sont donné rendez-vous à Kinshasa afin de scruter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo pour y investir. À l'international, vous venez de le suivre, l'Organisation internationale du cacao a revu à la hausse ses prévisions de déficit mondial en cacao pour 2023 et 2024. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.